le 7 octobre 2023. Le Hamas lance l'attaque la plus terrible que Israël ait jamais subie, entraînant la mort de plus de 1200 citoyens israéliens et en blessant des centaines d'autres. C'est la troisième attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire, après le 11 septembre et l'attaque de Tikrit en Irak en 2014. Ce n'était pas une attaque aléatoire du Hamas, c'était un événement soigneusement coordonné et orchestré, avec presque chaque détail planifié à la minute près. Et nous allons vous donner une description minute par minute de la manière dont l'attaque s'est déroulée, et du chaos qu'elle a causé en Israël, afin que vous puissiez voir exactement comment l'attaque s'est passée. Une attaque préparée depuis près de 3 ans. Le 19 décembre 2020, Ismail Haniyeh, leader du Hamas, a annoncé le lancement du premier d'une série de 4 exercices militaires nommés « Piliers forts ». Les exercices étaient prévus pour envoyer un message fort et un signe d'unité entre les factions armées de Gaza, le Hamas formant essentiellement une coalition avec 10 autres groupes militants palestiniens, pour participer à une série d'activités de type jeu de guerre. Ils comprenaient le djihad islamique palestinien, ainsi que les brigades Al-Nasr, Salah al-Din et Moudjahidine. Selon la British Broadcasting Corporation, ces groupes couvraient tout le spectre, des islamistes radicaux aux relativement laïcs. Tous partageaient cependant un fil conducteur commun, le désir et la volonté d'utiliser une force mortelle contre Israël. Les exercices de piliers forts ont préparé une attaque à grande échelle, et le Hamas a créé des sites d'entraînement à Gaza, certains imitant des colonies israéliennes, permettant à ses combattants de s'entraîner à envahir des bâtiments et prendre des otages. Le Hamas a diffusé des images d'exercices montrant des commandants masqués dans un bunker avant une salve de tirs de roquettes. Plus tard, des images montrent des combattants armés, submergeant un char israélien, capturant le membre d'équipage comme prisonnier, des tactiques mises en avant lors de l'attaque du Hamas en 2023. Le Hamas s'entraînait ouvertement, ne cachant pas ses intentions. 10 septembre 2023. Moins d'un mois avant l'attaque sur Israël, le Hamas, confiant d'avoir assez entraîné ses combattants, avait créé une structure de commandement officielle pour unifier ces groupes extrémistes, désormais gouvernés par un comité conjoint. Le comité a publié sur Telegram des images d'hommes en uniforme surveillant les installations militaires israéliennes à la frontière de Gaza. Le monde ne le savait pas à l'époque, mais ces vidéos étaient d'autres indices, que le Hamas prévoyait des moyens de contourner ou de submerger ses installations militaires. 12 septembre 2023. Et le Hamas a publié des vidéos du 4e et dernier exercice militaire de piliers forts. Cette fois, des images ont émergé de combattants du Hamas se promenant dans des camionnettes Toyota, dont beaucoup seront plus tard repérés dans le sud d'Israël dans les jours précédant l'attaque du 7 octobre. Des images montrèrent des combattants prenant d'assaut des bâtiments et tirant à l'intérieur. Le Hamas a diffusé des vidéos montrant l'entraînement d'assaut de plage avec des bateaux et des plongeurs sous-marins. Un mois plus tard, une autre tactique du Hamas avait émergé. À ce stade, le Hamas avait rassemblé une petite armée de 30 000 combattants dans la bande de Gaza. Il a aussi établi des liens avec 10 autres groupes de miliciens, pouvant recruter des milliers de combattants supplémentaires si besoin. Le Hamas était prêt, et ce qui suit est une décomposition minute par minute de l'attaque terroriste la plus dévastatrice qui ait jamais eu lieu sur le sol israélien. Le 7 octobre 2023, 6h29 du matin. Tôt le matin, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti alors que le Hamas lançait un barrage massif de roquettes depuis Gaza. Les sirènes ont retenti jusqu'à Beersheba et Tel Aviv lors de l'attaque initiale du Hamas. Ce dernier prétendra avoir tiré 5000 roquettes, mais la force de défense israélienne estime le nombre plus proche de 2500. Les brigades Al-Qassam, l'aile armée du Hamas, ont commencé à développer des roquettes en 2001. Au début moquées pour leur faible portée de 1,8 miles, ces roquettes ont considérablement évolué jusqu'en octobre 2023. Le Qassam-1, amélioré, avait maintenant une portée de 3 miles, avec une ogive de 11 livres, tandis que le Qassam-2 et 3 pouvaient atteindre 7,4 et 10 miles, portant des ogives plus lourdes de 22 et 44 livres, respectivement. Le Hamas a déployé des roquettes à plus longue portée comme le M73 qui parcourait jusqu'à 49 miles, le S-55, J-90 et J-80, capables d'atteindre Tel Aviv à 59 miles, malgré leur efficacité limitée. Le missile R-160, avec une portée de 99 miles, a frappé profondément le territoire israélien, y compris Haïfa. En quelques minutes, la fumée enveloppait les colonies israéliennes près de la frontière avec Gaza. Les gens se sont réfugiés dans les bâtiments au son des sirènes d'alerte aérienne, le chaos régnant. À l'époque, personne ne savait que les roquettes, malgré leur caractère dévastateur, servaient de diversion pour la suite des événements. 6h30 du matin. Les observateurs de forces de défense israéliennes à Kissoufim ont repéré des terroristes du Hamas essayant d'attaquer la base.
Ils ont activé des systèmes de tir à distance pour maîtriser la horde, mais ont rapidement manqué de munitions. Pendant ce temps, le Hamas coordonnait une attaque globale avec ses militants prenant d'assaut les clôtures à 60 autres endroits. D'autres combattants entraient en Israël en parapente, beaucoup tentant d'y pénétrer par la mer, utilisant la formation montrée lors des vidéos du 4e exercice du pilier fort. À 6h32, Inbal Rabin Lieberman, coordinateur de la sécurité israélienne, a été l'un des premiers à comprendre la tentative du Hamas. Rabin Lieberman, coordinatrice de la sécurité du kibbutz près de Ham, a ouvert l'armurerie locale et équipé son équipe des armes nécessaires pour riposter contre le Hamas. Elle était l'une des très rares à le faire pendant ses premières minutes. Elle a pris sa décision lorsqu'elle a entendu des bruits étranges près du kibbutz, qui est un mot hébreu pour une colonie communale comme une ferme. Elle a donné l'alerte, ouvert l'armurerie et préparé 12 membres d'une force d'intervention rapide, y compris son oncle, pour faire face à la menace imminente. La force préparée a commencé à courir vers les maisons. Elle a averti les occupants et les a préparés à tendre des embuscades aux combattants du Hamas qui approchaient. Au cours des 3 prochaines heures, les militants du Hamas ont tenté de prendre d'assaut le kibbutz. L'attaque a échoué. Niram n'a perdu aucun habitant, mais a tué 25 combattants du Hamas qui envahissaient. Rabin Lieberman, ses vaillantes forces de défense et les autres habitants du kibbutz seront ensuite évacués vers un hôtel de Tel Aviv. Leur défense du territoire a été un succès, malgré les pertes autour d'eux. À 6h35, une roquette du Hamas frappe Kfar Aviv au centre d'Israël, prouvant les progrès de l'armement du groupe depuis l'époque où leurs roquettes étaient moquées. C'était la première roquette à faire une victime. Une résidente plus âgée nommée Anna Ben Hatsi est devenue la première victime parmi ceux qui allaient plus tard dépasser le millier. 6h36 du matin. Un nombre croissant de kibbutz près de Gaza signale des tentatives d'infiltration du Hamas. Kizafim a été l'une des premières cibles, avec des terroristes qui ont attaqué son équipe de sécurité. Malheureusement, ces forces n'ont pas été prévenues à temps pour repousser les envahisseurs. Le Hamas a tué 17 personnes, dont toute l'équipe de sécurité dans le kibbutz, et a pris Shlomo Mansour en otage. Mansour avait 85 ans à l'époque, et on pense qu'il est toujours retenu en otage à Gaza, en attente de sauvetage ou de libération. Quant à Kizafim, il a été réduit à un désert. L'attaque à la roquette du Hamas a détruit plusieurs bâtiments de la colonie avant la contre-attaque des envahisseurs. Le kibbutz porte encore les cicatrices de l'attaque, et n'a pas été réhabité, probablement en raison de sa proximité avec Gaza. 6h43 du matin. La première vague de force du Hamas est arrivée sur la plage de Zikim. Un petit groupe de terroristes a navigué jusqu'à la plage dans un minuscule vaisseau, évitant la marine israélienne. Beaucoup d'autres suivraient bientôt. D'autres canaux ont rapidement accosté, débarquant plus de terroristes qui ont tiré sur le personnel de leurs forces de défense israéliennes à proximité. La plage de Zikim deviendrait l'une des rares victoires revendiquées par les forces de défense israéliennes lors des attaques du Hamas. Le colonel Itan Patz, dirigeant la base navale d'Ashdod, a ordonné à ses forces de défendre la frontière et des positions maritimes clés près de Gaza, après avoir été alerté de la présence des combattants du Hamas. Il a tapé quoi les papas? Il a déployé l'escadron de patrouille 916, qui a coulé 3 des bateaux du Hamas qui arrivaient. Les marins de l'unité Snapir, forces de sécurité de la plage de Zikim, ont été déployés pour neutraliser les survivants avec des tirs d'armes à feu et des charges de profondeur. Même ainsi, les 300 à 500 défenseurs de Zikim ont été pris au dépourvu lorsque davantage de combattants du Hamas ont débarqué. Le personnel de sécurité d'Israël a monté une défense acharnée avec les munitions limitées dont il disposait. Certains se battaient même en pyjama. Les patients ont été évacués de l'hôpital Barzilai. Les combats se sont étendus de la plage au kibbutz Zikim et à ses 3 bases militaires voisines. Hamas a tué 19 civils lors de ses premiers combats, les batailles continuant de faire rage pendant 5 jours supplémentaires jusqu'à ce que les forces de défense israéliennes parviennent finalement à débarrasser complètement la zone des terroristes envahisseurs. Simultanément, les premiers tirs retentissaient au kibbutz Nirim pendant que d'autres combattants l'envahissaient. 6h45, Olit est le prochain kibbutz visé. Le Hamas a connu plus de succès ici que dans de nombreuses autres colonies. Une quarantaine de terroristes ont attaqué Olit, parvenant à franchir les clôtures à l'est et à l'ouest. En quelques minutes, la première maison a été envahie. Beaucoup des résidents dormaient ou prenaient leur petit déjeuner lorsque le raid a commencé, les militants du Hamas passant de maison en maison, tirant sur les volets métalliques des pièces sécurisées. Cette fusillade avait un but. Les tirs révéleraient si quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Si les pièces sécurisées étaient occupées, les militants utilisèrent des armes pour forcer l'entrée et tuer les occupants. Le Hamas a lancé plus de grenades dans les maisons et a tiré sans discernement sur les citoyens qui tentent de fuir. Les terroristes ont aussi détruit des véhicules pour prévenir les évasions.
Après le raid, 3 travailleurs étrangers et 12 résidents, dont un agent de sécurité du kibbutz, ont été tués. L'un des résidents était un survivant de l'Holocauste. Hamas a également pris 7 otages lors du raid. 3 ont été libérés le jour de leur capture, 2 autres lors d'un échange d'otages. Cependant, on estime que 2 otages restent captifs. Il faudrait environ 18 heures à l'unité Shaldag de les forces de défense israéliennes et à la brigade Paran pour éliminer les militants de Halit. À ce moment-là, le mal était déjà fait. 6h49. En 20 minutes, le Hamas avait épuisé ses stocks de roquettes lors de l'opération Inondation à Al-Aqsa. Mohamed Daïf des brigades Qassam a également officiellement annoncé l'opération, cette aile militante du Hamas étant l'une des plusieurs qui a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Nous avons annoncé le lancement de l'opération Inondation à Al-Aqsa et la première frappe, selon un communiqué officiel de Daïf. Il a ensuite proclamé que la frappe dépassait 5000 missiles et obus, tous visant les installations ennemies, les aéroports et les fortifications. Le communiqué complet a également fourni une justification pour la frappe. Daïf a accusé les forces israéliennes d'escalader les raids sur le complexe de la mosquée Al-Aqsa de Daïf, affirmant que des personnes âgées, des jeunes et des enfants avaient été battus. Il a déclaré que les forces de défense israéliennes et les Israéliens ont attaqué et saccagé des maisons à travers Jérusalem. Daïf a également cité les raids en Cisjordanie et à Gaza pour justifier les actions du Hamas. Nous avons décidé de mettre fin à tout cela avec l'aide de Dieu, afin que l'ennemi puisse comprendre qu'il ne peut plus semer le chaos sans être tenu pour responsable, a-t-il proclamé avant d'annoncer officiellement l'opération du Hamas. En somme, la déclaration était une déclaration de guerre claire contre Israël. Daïf a appelé tous ceux qui le pouvaient à prendre un fusil et à se préparer à combattre. 7h du matin. Les sirènes ont retenti lors du rassemblement de la Sukkot Supernova à Raïm, faisant fuir des centaines de festivaliers. Pour beaucoup, l'avertissement était tardif. Pendant que les sirènes hurlaient, des militants du Hamas sont arrivés en camion et moto, encerclant des centaines de participants au festival. Ils ont ouvert le feu, tirant dans la foule et lançant des grenades. Beaucoup de ceux réfugiés dans des abris anti-bombes et les environs ont aussi été traqués et abattus. Ce serait le plus grand massacre qui ait eu lieu le 7 octobre. Le Hamas a tué 364 personnes, principalement des civils, et pris environ 40 otages lors du festival de musique. À 7h40, les combattants du Hamas s'étaient infiltrés plus profondément en Israël. Les forces de sécurité ont été surprises dans de nombreux endroits. Les attaques à la roquette qui ont poussé tant de gens à chercher un abri avaient pris fin. Mais leur objectif était maintenant clair. Les roquettes n'étaient qu'un leurre pour les vagues de combattants palestiniens traversant en Israël, selon les forces de défense israéliennes, bien qu'elles aient été destructrices. Des images ont émergé montrant les diverses méthodes d'infiltration d'Israël utilisées par le Hamas. Une vidéo de la plage de Zikim montre le bateau transportant les 5 militants du Hamas qui ont lancé l'assaut depuis cette plage. Une vidéo révèle un combattant du Hamas s'infiltrant en Israël en parachute motorisé. Cependant, la tactique la plus courante était d'attaquer les barrières de sécurité entre Gaza et Israël. Des mois, voire des années, de planification ont permis au Hamas d'identifier les failles de ces barrières, les militants les franchissant à couvert des roquettes. Des photographies montrèrent le Hamas utilisant des bulldozers pour détruire des parties de clôtures métalliques. Des images montraient 6 motos transportant des militants à travers une large brèche dans une barrière métallique. Des communautés entières ont été envahies. Le Hamas avait déjà tué des centaines de personnes et combattait les forces de sécurité. L'infiltration a été un succès. Israël avait été pris au dépourvu, bien que le Hamas n'ait pas eu à attendre longtemps avant qu'Israël ne réponde militairement. 9h45. Alors que les combats au sol continuaient, et que le Hamas s'enfonçait en Israël, le force de défense israélienne mobilisait son armée de l'air. Dans une déclaration officielle, elle a annoncé que des dizaines de chasseurs des forces de défense israéliennes engageaient actuellement plusieurs cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Pendant que les militants du Hamas combattaient sur le terrain, des centaines de Gazaouis de l'Est fuyaient leurs maisons pour échapper aux bombes israéliennes. Des photos ont ensuite révélé les conséquences de ces frappes aériennes. D'immenses panaches de fumée s'élevaient au-dessus de Gaza, plusieurs des bâtiments de la ville ayant été réduits en décombres. On a montré des citoyens essayant d'évacuer à pied, portant des sacs et dans certains cas des enfants. La photo a servi de rappel puissant que beaucoup à Gaza étaient tout aussi ignorants des intentions du Hamas qu'Israël, juste des gens normaux essayant de survivre à une situation qui était hors de leur contrôle. À 10h, le Hamas a poursuivi son infiltration des bases militaires et colonies locales. Le force de défense israélienne a publié un communiqué confirmant que les militants avaient réussi à pénétrer dans au moins 3 des bases militaires d'Israël près de la frontière avec Gaza. La base de Zikim a été mentionnée, montrant que les efforts d'infiltration par voie d'eau du Hamas avaient remporté un certain succès.
Les militants ont aussi pénétré le quartier général de la division de Gaza à Raïm et le poste frontière de Bayit Hanoun. Le Hamas a aussi appelé à reprendre les armes. Salah al-Harouri, chef adjoint, a publié une déclaration pour les combattants en Cisjordanie. Il a proclamé que nous devons tous mener cette bataille, en particulier les résistants en Cisjordanie. La déclaration contredisait les photos ultérieures, montrant des centaines de Gazaouis et Cisjordaniens tentant d'évacuer. Cependant, le Hamas avait du succès. De nouvelles vidéos ont émergé, dont une semblant montrer des combattants du Hamas, courant vers une tour de guet d'une installation militaire israélienne, les bâtiments alentour en flammes. Certains militants étaient déjà de retour à Gaza pour célébrer leur succès. Des véhicules israéliens capturés ont défilé dans les rues. Des détails ont aussi émergé de Sderot. La région a subi des attaques de roquettes du Hamas tôt le matin, comme de nombreux kibbutzim et municipalités, rapidement suivies par une invasion des forces terrestres. Les militants du Hamas sont entrés dans le kibbutz et ont engagé des échanges de tirs avec la police locale et les civils. Les militants ont pris le contrôle de la garnison de police locale, tuant 30 personnes dans le processus. Un autre massacre horrible commis par le Hamas a également été signalé. Le matin du 7 octobre, un minibus de tourisme a commencé un voyage du Negev à la mer Morte. En chemin, il s'est arrêté à Ofakim et Netivot pour prendre des passagers avant de se rendre à Sderot. Il ne quitterait jamais la municipalité. Le bus de tournée a crevé un pneu à l'entrée de Sderot. Une sirène a retenti pendant que les opérateurs réparèrent le pneu. Les passagers du bus, dont des personnes âgées et des survivants de l'Holocauste, ont tenté de se réfugier dans un abri. Les portes ne s'ouvraient pas. En quelques instants, une paire de fourgonnettes chargées de militants du Hamas est arrivée à l'entrée de Sderot. Ils ont identifié le bus touristique et ses passagers comme étant israéliens et ont ouvert le feu à bout portant, tuant tout le groupe. On raconte que les terroristes ont même tiré à nouveau, après avoir tué leur cible pour s'assurer qu'elles étaient mortes. Lors du chaos, le chauffeur de bus s'était échappé avec une femme. Allongés derrière une glissière, ils ont été découverts et abattus par les militants du Hamas. La femme est morte, bien que le chauffeur de bus ait survécu en faisant le mort jusqu'à l'arrivée des secours. En tout, le massacre a coûté la vie à 15 citoyens israéliens âgés. Cela s'est également montré que les grandes déclarations de Daïf visant des installations militaires en Israël étaient fausses. Oui, le Hamas attaquait des bases militaires, mais il tuait aussi de manière indiscriminée, visant tout autant les citoyens ordinaires qu'il combattait contre les forces de défense israéliennes et d'autres forces de sécurité. Des raids similaires ont également été confirmés à Be'eri et Ofakim, ce dernier étant à 20 miles à l'est de Gaza. D'autres décès et enlèvements sont suivis. À ce moment-là, de nombreux Israéliens du Sud avaient commencé à fortifier leurs maisons pour servir d'abris anti-bombes improvisés. Les forces de défense israéliennes diffusaient des messages radio pour atteindre ces citoyens, alors qu'ils se cachaient en espérant échapper aux combattants du Hamas. 13h30. L'après-midi, Yaakov Shabtai, chef de la police israélienne, a confirmé que les forces de sécurité et les soldats de la force de défense israélienne affrontèrent des tireurs du Hamas dans 21 lieux différents. L'effet de surprise de l'attaque était passé, mais les affrontements continuaient, l'armée confirmant son engagement actif dans le nettoyage des zones envahies par le Hamas. Des informations sur le bilan des décès ont commencé à émerger. Selon les médias israéliens, au moins 100 personnes, dont des officiers de sécurité et des civils, ont été tués lors des raids du Hamas. 800 autres ont été blessés, un nombre incalculable ayant été pris en otage. Ces affirmations seraient soutenues par le Hamas qui diffuse des photographies et des vidéos sur les plateformes de médias sociaux, montrant prétendument des morts des deux côtés des combats. Le ministère des Affaires étrangères d'Israël a affirmé que le Hamas allait de maison en maison, tirant sur des civils, montrant que l'attaque ne visait pas seulement des cibles militaires. Au fil des heures, les nouvelles de morts, blessures et prises d'otages se sont multipliées. Le nombre initial de 100 morts a augmenté, atteignant finalement le seuil de 1200, mentionné au début de la vidéo. 5 heures de l'après-midi. En début de soirée, le Hamas avait attaqué 22 endroits hors de Gaza, pénétrant jusqu'à 20 miles en territoire israélien par voie terrestre. Ces roquettes faisaient voler bien plus loin. Public Broadcasting Service rapporte que le bilan des morts s'élevait à 200 à 5 heures, avec 1100 personnes blessées. Les barrages aériens de la force de défense israélienne dans la bande de Gaza faisaient également des victimes. Près de 200 personnes, dont certains non militants, sont mortes à Gaza, avec 1610 blessés, selon le ministère de la Santé palestinien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé à la télévision une déclaration de guerre contre le Hamas. Dans une allocution nationale, il a affirmé que le pays était en guerre. Il a souligné qu'il s'agit d'une guerre,
pas d'une opération ou d'un tour. Il a affirmé que l'ennemi paierait un prix sans précédent pour ses actions. Il était notable que Netanyahou n'a pas directement identifié le Hamas dans sa déclaration. Sa déclaration visait l'ensemble de la Palestine, plutôt que les seules sectes militantes occupant le pays. Il a conclu en avertissant qu'Israël riposterait avec une magnitude que l'ennemi n'a pas connue. Netanyahou avait l'intention d'exécuter cette menace, comme nous le savons désormais. 7 heures du soir. Les combats continuaient de faire rage. Les forces de défense israéliennes étaient maintenant mobilisées et entraient dans beaucoup des 22 colonies que le Hamas avait tenté de submerger. Les affrontements continuaient. La force de défense israélienne déclarant affronter des centaines d'infiltrés palestiniens dans le sud d'Israël. Lentement mais sûrement, la force de défense israélienne repoussait ses militants, en tuant beaucoup tout en forçant beaucoup d'autres à reculer vers la frontière avec Gaza. En même temps, Israël poursuivait ses attaques aériennes à Gaza, tandis que le Hamas lançait davantage de roquettes dans le sud d'Israël. Une guerre avait commencé. Les forces de défense israéliennes ont commencé à se mobiliser dans les jours suivant l'attaque du Hamas. Mais le processus a été étonnamment lent, l'armée israélienne mettant 3 jours pour atteindre la frontière avec Gaza. Dans certains endroits, les forces de défense israéliennes ont combattu les militants du Hamas pendant plusieurs jours après avoir atteint la frontière avant de les éliminer. Des attaques de roquettes limitées du Hamas ont également eu lieu, sans constituer des écrans de fumée pour d'autres incursions. Le 8 octobre, le Hezbollah a aussi attaqué Israël, affichant sa solidarité avec le Hamas malgré leurs différences idéologiques. Le Hamas avait atteint son but. Plus d'1 millier d'Israéliens avaient péri, des milliers étaient blessés, et des centaines pris en otage. Pourquoi la force de défense israélienne a-t-elle été si lente à réagir? Cela pourrait être dû à la nature de l'attaque du Hamas. Israël aurait eu plusieurs plans en place pour une mobilisation contre Gaza. Normalement, les généraux de la force de défense israélienne auraient sélectionné un de ces plans à appliquer, les unités recevant leurs ordres et rejoignant la frontière rapidement. Le problème pour Israël était que ces plans aient pu être compromis. Les forces de défense israéliennes craignaient que le Hamas ait infiltré au point où ses espions avaient obtenu ces plans de bataille. Ces plans devaient être traités comme s'ils étaient compromis, forçant la force de défense israélienne à développer une nouvelle stratégie avant de pouvoir se mobiliser pleinement. Il est crucial de se souvenir que de nombreuses bases opérationnelles avancées d'Israël près de Gaza étaient attaquées ou submergées. Le Hamas avait extrêmement bien planifié ses frappes. Les premiers intervenants, militaires et civils, ont été tués, ralentissant la réponse de la force de défense israélienne. Néanmoins, le 10 octobre, la force de défense israélienne était totalement mobilisée et prête à pénétrer à Gaza. Au moment de la création de cette vidéo, la guerre entre Israël et le Hamas faisait rage depuis 1 an, s'étendant à plusieurs autres pays. Pendant ce temps, Israël a mené plus de 17 000 attaques dans plus de 5 pays depuis qu'il a déclaré sa guerre contre le Hamas. La Palestine est la plus évidente, bien que les frappes israéliennes aient également visé des dirigeants militants islamiques, au Liban, en Syrie, en Iran et au Yémen. Depuis le début du mois d'août 2024, plus de 40 000 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes en Palestine, avec 590 autres au Liban et 260 morts en Syrie. Le Yémen et l'Iran ont été peu affectés. Les frappes dans ces pays ont été ciblées, tuant 7 personnes au total, principalement des dirigeants et des militants des 2 pays. Malgré la pression internationale grandissante pour un cessez-le-feu, la guerre entre Israël et le Hamas ne semble pas près de s'achever. C'était peut-être l'objectif initial du Hamas. Il savait qu'il ne pouvait pas vaincre les forces de défense israéliennes directement, mais une attaque terroriste précise, suivie de la riposte de forces de défense israéliennes, ralliant les groupes militants du Moyen-Orient. Cela pourrait donner une chance au Hamas, même pendant qu'Israël passe au bulldozer en Palestine. L'attaque terroriste du 7 octobre pourrait bien rester dans l'histoire comme le point de non-retour des relations entre Israël et la Palestine. Mais qu'en pensez-vous? Israël est-il justifié dans sa réponse aux attaques? Un cessez-le-feu aura-t-il jamais lieu? Combien de temps pensez-vous que la guerre fera rage? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci d'avoir regardé la vidéo.